Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je peux officiellement dire que j'ai vendu mon cul aux corporations puisque il se trouve que j'avais demandé, j'ai envoyé un email à Chaosium simplement, donc dans mon plus bel anglais, pour demander si je pouvais montrer des PDF à l'écran parce que j'avais pour projet potentiellement d'acheter les nouvelles sorties l'appel de Cthulhu, donc V7 en anglais, puis de vous faire un petit descriptif. Et il se trouve que très gentiment, le monsieur responsable des YouTubers et des reviews, qui s'appelle Brian, donc un grand merci à toi, Brian Holland, m'a carrément ajouté à la liste des reviewers et m'a donné accès potentiellement. Si je voulais review certains PDF, avoir des review copies, donc au moins des PDF, parce que les versions physiques c'est plus compliqué, je suis pas plus. Très honnêtement, on va dire, moi j'ai beaucoup de trucs dans les bibliothèques, donc je pense pas qu'avoir plus de bouquins de tout ça m'aiderait vraiment. Mais en tout cas, j'ai le go non seulement pour afficher des PDF dans mes vidéos, mais en plus, je peux maintenant officiellement review des nouvelles sorties de Chaosium dans mes vidéos. Donc encore un grand merci à Chaosium qui me fait entrer dans le magnifique monde des corporatistes, des Shield et compagnie. On va survoler ensemble le nouveau supplément qui est sorti pour l'appel de Cthulhu qui s'appelle Cthulhu by Gaslight, l'Investigator Guide, donc qui est en fait la première partie d'un binôme en fait de deux livres qui vont sortir ensemble, qui vont être la quatrième édition de Cthulhu by Gaslight, donc et ce célèbre supplément de Cthulhu à la lueur, à la lueur de Gaslight, donc la lumière en fait de la lumière des lampadaires qu'on avait pour jouer à la fin du 19e siècle, essentiellement en Angleterre, parce que c'est là où c'est le plus fun évidemment. Donc l'idée c'est que c'est des bouquins qui sont sortis il y a eu 3 éditions différentes. La troisième est un peu oubliée parce que elle est sortie durant les années noires de Chaosium, il n'y a pas si longtemps, en 2011. Faut jamais oublier que Chaosium, ils ont eu des gros problèmes. Donc la légende veut que, en gros, il marchait très très bien jusqu'à la fin des années 90, et quand Magic est arrivé, tout le monde a voulu avoir son propre Magic, son propre trading card game, donc White Wolf a commissionné notamment Garfield pour faire Jihad, qui est devenu Eternal Struggle et compagnie. Tout le monde a fait ses petits jeux, et Chaosium a beaucoup investi dans Mythos, qui était ce jeu de cartes, mais pour l'appel de Cthulhu, qui n'a pas très très bien marché, ou qui a marché suffisamment, mais pas pour sauver la boîte par rapport à l'investissement. Et donc la boîte s'est cassée la gueule. Et pendant 10 ans, voire plus, Chaosium était quasiment en mode de survie. Il y avait un type qui gérait tout le site, des nouvelles sorties, qui était pas terrible, enfin, qui n'était pas si mauvaise, mais par contre, le support était pas génial, l'illustration tirait un peu la gueule. Et il a fallu que des gens, en fait, reviennent et se réinvestissent, comme des mecs comme Mike Mason, une sorte d'invasion britannique, comme il y a eu dans la bande dessinée américaine au début des années 90, pour qu'on ait vraiment un truc qui pète, et qui, vraiment, avec la 6e, puis surtout la 7e édition, on a des trucs assez géniaux, faut pas le me côté. Alors, évidemment, vous voyez l'image, tout de suite, on fait partie de la politique de, comment dire, d'inclusivité qui est prônée par Chaosium, notamment sur tout le V7, qui moi me pose aucun problème. Vous pouvez voir effectivement qu'on a parmi les gentlemen et la gentlewoman présente, on va avoir donc un monsieur d'origine afro-américaine, et derrière vous avez la dame de la haute société qui est d'origine clairement asiatique. Moi ça ne me pose aucun problème. Après, c'est à vous de voir. Encore une fois, c'est une politique qui est simplement visuelle, c'est éditorial, c'est parfaitement assumé. Et moi, ça me pose aucun problème. Si vous, ça vous pose un problème, c'est à vous de voir. En tout cas, le premier, donc comme je disais, c'est un diptyque, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez un bouquin qui est uniquement dédié pour les investigateurs. Et ensuite, il y aura un bouquin qui va être lancé pour le maître du jeu, donc le Keeper's Guide, qui lui va plus se focaliser en fait sur comment est le mythe de Cthulhu au XIXe siècle, des scénarios et des manières en fait de faire jouer les thèmes victoriens au sein d'une campagne ou d'un jeu. Le premier bon point, donc évidemment, c'est une politique qui commence à faire pas mal d'écho un peu partout, puisque vous vous rappelez qu'il l'avait fait pour le bouquin de base de la V7. C'est quelque chose qui est prôné aussi par d'autres éditeurs, je pense notamment à Cubicle 7 qui est en train de faire ça pour Warhammer, pour Imperium Editum, donc la nouvelle version de Warhammer 40 000, où on commence à avoir des doubles bouquins. Un bouquin qui est plutôt joueur, avec des règles à la donjon, où, par exemple, je sais pas, ils ont sorti un bouquin sur les nains, c'est le Player's Guide. Et il va y avoir le Game Master Guide qui va être en fait, qui s'appelle pas comme ça, mais qui sera en fait un bouquin de lore et de setting pour les nains. Donc mais là, encore une fois, Chaosium s'inscrit parfaitement dans sa logique, à savoir donner un bouquin pour les joueurs et donner un bouquin pour les gardiens. Sauf que
À titre personnel, en général, c'est dans le livre du gardien où vous avez vraiment toutes les règles pour jouer, les choses un peu gratinées, intéressantes, et le livre du joueur est plus là pour donner la coloration, des idées, des inspirations et des règles plus poussées pour les joueurs. Donc sans plus attendre, on va se plonger dans ce livre-là. Je préfère, donc encore une fois, nota bene, 1, dire que cette copie m'a été fournie gracieusement par Chaosium, et que 2, je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience sur Cthulhu by Gaslight, donc des éléments qui, moi, me sembleraient nouveaux ou intéressants peuvent vous laisser de marbre si vous possédez des anciennes éditions, puisque, encore une fois, je n'ai jamais lu les anciennes éditions. J'ai pas eu les boîtes, des cartes et compagnie. Donc libre à vous évidemment de me corriger dans les commentaires, je n'en prendrai pas ombrage, mais moi je vais arriver d'une perspective complètement neuve sur ce livre. Donc la première, donc on a une division qui est un peu classique avec un panorama directement, Land of Hope of Glory, qui va essayer de vous expliquer grosso modo quels sont les enjeux, les tensions et en gros une version Reader's Digest de l'Angleterre victorienne. Vous êtes censé jouer concrètement à la toute fin du XIXe siècle, donc on a déjà un métro par exemple, l'Empire est gigantesque, la reine victorienne est déjà très très âgée, et ainsi de suite. Et tout le reste des chapitres, c'est plus par rapport à l'exploration, par rapport à l'équipement, parce qu'on est dans le Cthulhu, donc les tables d'armes et compagnie. Mais il y a des choses assez chouettes, notamment sur... moi j'aime bien les règles d'exploration, description de Londres, description de ce qu'il y a hors de Londres, évidemment l'Angleterre, l'Irlande aussi, et tout un chapitre justement sur l'occulte et pseudosciences, qui est très très important en fait à cette époque-là, et qui a donné certains des meilleurs, paraît-il, parce que je ne l'ai pas lu, suppléments de l'appel de Cthulhu, à savoir l'Aube dorée. Donc je vais commencer. Au niveau des illustrations, il y a du très très bon et du moyen. Donc encore une fois, on retrouve un peu les dessinateurs classiques. Donc la couverture, c'est Loïc Musy, évidemment. Mais il y a plein de gens, en fait, que vous allez retrouver dans les autres éditions, notamment les bouquins de base de l'appel de Cthulhu V7, qui sont présents. La mise en page, en tout cas, moi j'aime bien, c'est très propre. Encore une fois, là, on reste sur l'idée de ce qui a été fait pour la V7. On commence avec une introduction. Évidemment, vous allez voir plein de citations de Kipling, de Charles Dickens. Donc moi, ça me parle parce que j'ai une licence d'anglais, donc moi j'aime beaucoup. Mais après, c'est une certaine ambiance et atmosphère, évidemment. Donc, première chose qui est plutôt cool, que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont eu la bonne idée, donc à la fin du bouquin, de mettre un référentiel sur les règles basiques. C'est-à-dire que grosso modo, les bases du jeu sont fournies et techniquement, on n'a même pas besoin d'utiliser le livre en fait du Keeper's Book, donc le livre du gardien de la V7. C'est-à-dire que techniquement, si vous avez ce bouquin-là et le bouquin de Victoria, enfin le Cthulhu by Gaslight, édition du gardien, qui sortira bientôt, j'espère, vous n'avez pas besoin d'avoir le livre de base. Toutefois, il vous encourage fortement quand même à le prendre, parce que ça permet d'étendre un peu toutes les choses. Ils font aussi une suggestion par rapport à Down Darker Trails, qui était aussi le supplément western qui était sorti, qui permettrait évidemment de faire un crossover démentiel, si l'idée vous en venez. Ensuite, on a vraiment une crash course, donc un élément très simple sur... qu'est-ce que l'époque victorienne, qu'est-ce que ça représente au niveau historique, qu'est-ce qu'on y trouve, donc notamment évidemment des prouesses scientifiques comme le métro, le corsetage de la population, à savoir le fait qu'il y ait une sorte que tout est basé sur les apparences, sur la respectabilité, on nomme les gens par les noms, il y a une sorte de cache prude sur la sexualité, enfin en tout cas, et le fait que tout le monde est censé rester à sa place. Donc il y a des classes, et l'idée, grosso modo, d'David, c'est qu'il vous divise les classes en les classes supérieures, donc les nobles, les classes moyennes qui cherchent à étendre en fait leur influence et leur puissance sans faire de faux pas, et c'est quasiment eux qui supportent le mur, en fait, enfin qui se mettent un propre carcan sur la tronche. Et derrière, vous avez la classe populaire, donc qui est vraiment juste en mode survie, quoi, simplement. On a une petite introduction sur l'appel de Cthulhu qui est très très bien, en fait, où c'est vraiment... en 2 pages, ils expliquent parfaitement le système, le concept, comment ça marche, ce qui est toujours plutôt un exercice délicat. Ça, j'aime beaucoup. Les illustrations en fait, de chapitres sont généralement faites cet acabit-là, donc c'est un petit peu façon aquarelle, impressionniste, Manet, j'aime beaucoup, beaucoup. Et on commence directement avec le chapitre 1, donc Land of Hope of Glory, qui est qui est en fait une métaphore pour l'Angleterre britannique, enfin l'Angleterre, simplement, où là on va vraiment rentrer sur les tenants et les aboutissants de l'Angleterre victorienne. L'idée principale de base, c'est évidemment les classes sociales qui sont au cœur de l'époque victorienne. Donc encore une fois, on va parler différemment des classes supérieures, des classes moyennes, classes inférieures et des criminels qui aussi ont un fort intérêt. Comme on est à Cthulhu et qu'on aime bien nos jets de crédit, il y a aussi le descriptif de combien vous gagnez selon que vous soyez dans la classe où vous êtes, ce que vous possédez. On a pas mal d'illustrations comme ça qui permettent
permettent en fait d'avoir à chaque fois un acabit des investigateurs potentiels que vous pouvez jouer et des représentations de vos classes. Je suis pas un grand fan de ces illustrateurs-là, mais il faut dire qu'il fait le job et qu'au moins ça vous donne un véritable descriptif de à quoi une illustration, à quoi peuvent ressembler vos personnages. On vous donne, alors ça c'est plutôt pas mal, puisque évidemment Mike Mason et Lynn et compagnie sont des petits roublards, et ils savent très bien que le gros problème de Cthulhu, c'est de faire jouer ensemble, pour aller vite, un majordome, un futur Indiana Jones, une suffragette, et un ancien, je sais pas, un ancien cheminot irlandais. C'est jamais facile. Donc en fait, ils donnent des éléments, enfin des lieux où peuvent se rencontrer différentes classes sociales. Donc par exemple, les sous-populaires, les music-halls, où techniquement toutes les classes peuvent participer, et ainsi de suite, ce qui est plutôt cool. Alors c'est pas l'idée que vous vous rencontrez toutes là, mais c'est au moins avoir un lieu où toutes les classes sociales peuvent se rencontrer, ce qui est pas bête. Et après, il y aura d'autres idées par rapport à ça, qui est plutôt cool. Avec, qu'on enseigne directement sur un peu des touches ou des éléments, notamment des inspirations qui peuvent vous donner potentiellement des idées sur le victorien. Évidemment, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, mais des choses beaucoup plus récentes, je pense des séries télé, il pense à Reaper Street, Penny Dreadful, si vous l'avez vu, qui ironiquement, ça se passe à Londres et tourné à Dublin. Et après, on vous dit justement que c'est pas forcément, même si la société était très corsetée dans l'apparence, en fait, c'est beaucoup plus élastique qu'on le pensait. On vous donne des exemples assez démentiels justement sur, notamment G. Wells, qui prenait l'amour libre, et sur des gens, en fait, des exemples un peu foufous de personnes qui ont défié en fait comment dire, le côté extrêmement cloisonné de la société victorienne. Et ils vont assez loin, et j'ai appris de certaines choses, mais alors, il y a des exemples qui sont connus, Benjamin Disraeli, qui est devenu Premier ministre alors que c'était un juif de classe moyenne, alors qu'un juif puisse devenir le Premier ministre conservateur Tory. C'est quelque chose, mais on a pas mal en fait d'exemples aussi de gens, donc c'est des gens soit issus des minorités, donc souvent des gens qui viennent des colonies britanniques, qui ont su s'extraire, qui ont su en fait de faire quelque chose d'assez incroyable à l'époque, mais vous avez aussi Florence Nightingale, donc qui est la première en fait, la grande infirmière qui a créé quasiment en fait les nurses, Faraday, donc qui a créé la cage de Faraday, mais qui à la base était un relieur de livres. Et plein d'exemples vraiment très cool qui moi m'ont pas mal inspiré. Et en plus c'est bien parce qu'on apprend quelque part des choses. Ensuite donc la grosse partie du chapitre, c'est évidemment la description des différentes classes, comment vous vivez, comment se faire inviter, c'est con, mais quand vous avez des gens des classes supérieures qui partagent leur ville entre Londres et voilà des espèces de grands domaines ruraux, c'est pas forcément facile. Alors qu'évidemment, dans les classes moyennes, c'est déjà plus simple, et dans les classes populaires, on se pose même pas la question, on rentre chez les gens, quoi. Il y a des petits encarts justement historiques aussi faits, sur donc, le fameux gaslight, donc les lampadaires, comment ils s'annulent, comment ça marche, comment c'est payé, et l'évolution technologique au fur et à mesure, puisqu'au début, en fait, je crois qu'il y a une évolution du gaz qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient beaucoup moins cher. Il y a plein de petites choses comme ça, assez chouettes, donc l'éducation. Et à chaque fois, c'est vraiment un peu des images d'Épinal qui vous disent, vous verrez c'est bien, ils ont un petit signe des anciens en train de faire de la broderie. Et voilà comment les classes moyennes s'occupent, par exemple. Et évidemment, les classes pauvres, où vous avez des animaux notamment, et avec des descriptions à chaque fois, comment vivaient ces gens. Dans les classes populaires, évidemment, tout le monde s'empressait les uns contre les autres, il y a plusieurs générations sous le même toit, ils avaient des tout petits endroits, les enfants commencent on vous parle aussi évidemment des fameuses match girls, de tout l'imaginaire de Dickens avec les enfants qui travaillent très tôt, à quel point c'était vrai, quelles étaient les exceptions. À chaque fois, il y a des petites timelines, justement, des chronologies qui sont vraiment très bien faites sur les différentes classes sociales. Donc évidemment, 48, la création le manifeste communiste par Karl Marx, mais aussi les différentes lois qui sont passées au fur et à mesure, et c'est vraiment plutôt intéressant. On ne décrit pas évidemment que les aspects sociaux, mais on décrit aussi les foyers, comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre, s'ils ont du temps libre, et comment toute cette vie s'orchestre. Donc, et pour finir évidemment les bas-fonds, où là on a vraiment la chienlit, la paupérisation la plus extrême, et le monde criminel. Parce qu'on ne serait pas dans l'Angleterre victorienne sans les bordels, sans toutes les horreurs. Et on enchaîne sur un petit peu, évidemment, la reine Victoria, le prince Albert, la politique en général de cette époque.
on commence à avoir, on touche du doigt les sociétés qui vont être, donc, notamment la Fabian Society qui était pour l'avancement des classes moyennes et populaires. Et ensuite, bah, évidemment, la partie forte des domestiques, ou comment ça marche d'être domestique, qu'est-ce que ça implique, la solitude qui est portée. Si vous ne l'avez pas vu, donc c'est pas forcément la bonne époque, mais je recommande toujours Les Vestiges du jour, qui est un livre absolument génial, et le film est démentiel aussi, même si ça se passe des années plus tard, au moins 30 ans. Et on vous explique à chaque fois le système upstairs, downstairs, donc ceux qui sont en haut des escaliers, ceux qui sont en bas des escaliers, les différents titres que vous allez avoir, les rangs, et qu'est-ce que c'était en fait de travailler en tant que domestique à l'époque. Il y a un truc assez chouette aussi, une page sur justement l'adresse, grosso modo, comment les gens se parlaient, est-ce que c'était tout le temps Mr. Mrs, savoir que justement comment s'adressaient les gens, les aristos entre eux, et vice versa, c'est vraiment pas mal, enfin c'est très très fort. Bon, la religion, je vais passer, mais en gros, vous savez que l'église anglicane était extrêmement forte, que les catholiques étaient très très mal vus, surtout les Irlandais forcément, par rapport à l'historique de Cromwell, et la présence de la communauté juive aussi, la philanthropie, les rituels funéraires. Donc il y a vraiment plein de choses, et évidemment la place des femmes dans la vie et les lois en fait qui sont mises par rapport à eux, ce qui vous permet un peu d'explorer aussi le divorce, les concepts de divorce et tout ça. Et encore une fois, hein, le jeu à tout moment, forcément, vous dit que si jamais vous avez envie de faire différemment et pas vous astreindre en fait aux difficultés de la société, vous n'êtes pas obligé de le faire. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant justement de jouer une minorité ethnique ou sexuelle, justement pour se heurter à ça et de le jouer en fait dans le jeu. Alors c'est évidemment, le but c'est pas de rendre injouable un personnage, mais je trouve que ça rend le jeu beaucoup plus intéressant en fait quand on se heurte à cet ancrage, ces discriminations qui existaient à l'époque. Et je trouve que personnellement, c'est ce que moi je pense. On a tout un chapitre justement sur la place des minorités ethniques et la question de la race en fait, avec éventuellement la place qu'avaient ces gens-là, où est-ce qu'ils habitaient, est-ce qu'il y avait encore beaucoup de communautés, donc essentiellement au niveau des ports, avec les Indiens, les gens issus des colonies asiatiques, et la place en fait du sexe dans la société qui est très très intéressant, moi je trouvais comme chapitre justement qui montre que au final donc c'est qui montre un peu la place, si vous voulez, justement, du sexe dans la société victorienne, où on dit, c'est pas que, où ironiquement, en fait, les classes supérieures et les classes pauvres, en fait, ne se posaient même pas la question, en fait, par rapport à ça. Il y avait beaucoup, il y avait des gens qui couchaient à droite à gauche, il y avait plein d'enfants qui n'étaient pas reconnus, et c'est uniquement la classe moyenne qui cherchait un petit peu à se flageller pour prouver, en fait, qu'elle pouvait aller au-delà de ses bas instincts. Alors que, ironiquement, les deux autres aspects, les personnes tout en haut et tout en bas de l'échelle en avaient un peu beaucoup moins rien à foutre. La place, forcément, du travail du sexe avec les prostituées. Forcément, si vous voulez jouer à Jack the Ripper, si vous voulez enquêter sur Jack l'Éventreur, ça peut être intéressant. Et la place d'LGBTQI, donc à l'époque victorienne, qui est assez intéressante aussi pour voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient assez libres en fait dans leur mœurs. Il y a des trucs assez intéressants que moi je savais pas du tout, que justement Bram Stoker, ils ont une théorie comme quoi Bram Stoker était plus ou moins très 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 amouraché, je crois que c'était de Keats, si je dis pas de bêtises, mais c'était... non, Walt Whitman, pardon. Il y a plein de petites choses comme ça, assez cool et vraiment très intéressantes. Puis évidemment, on arrive sur la technologie, avec l'invention du téléphone, le métro, Edison, tutti quanti, et l'évolution évidemment des communications, plus à côté beaucoup de choses sur, on continue, donc la police, il y a plein de choses, il y a un petit exemple rigolo, c'est on crée des bibliothèques, parce que forcément j'ai de bibliothèque s'impose, et qu'est-ce que vous pouvez y trouver avec les différents noms. Comment marche à l'époque, évidemment, la police, puisqu'on on est au tout début de la criminologie, où ça n'existe quasiment pas. Comment ça se passe aussi à la campagne, puisque c'est complètement différent, et les différents les crimes et châtiments, donc qu'est-ce qui peut arriver si vous faites prendre la main dans le sac. Les armes vis-à-vis des armes à feu, parce qu'évidemment on joue à Cthulhu, mais on a envie d'avoir des flingues, savoir qu'il n'y en avait quasiment pas, que les armes à feu sont essentiellement utilisées pour la chasse, donc, et surtout les Britanniques n'ont pas forcément cette perception, n'ont pas forcément cette grande culture des armes à feu. Mais il y a aussi des couteaux, plein de choses. Et on passe vite fait justement sur le crime, comment ça se passe. Donc essentiellement des gangs un peu différenciés qui possèdent des propres maisons, les voleurs qui ont des gens qui vont les aider pour commettre ces larcins. Il y a plein de petites choses à exploiter, très très fun.
couverture, voilà, un truc de chapitre que je trouve absolument magnifique. Je pense que c'est soit ça se passe, je sais pas, à la Nouvelle-Orléans ou dans les Caraïbes. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Enfin, c'est super chouette. Donc comment, voilà, vous avez créé un bonhomme, donc je vais passer très très vite, ça change pas grand chose par rapport à Cthulhu, vous connaissez, donc c'est les règles basiques, vous faites vos stats, ensuite vous déterminez votre âge, votre crédit, patati patachmol. Un gros travail sur évidemment combien vous gagnez, ce serait pas drôle. Il y a les règles de pulp aussi qui sont sympas, ils sont assez cool parce qu'ils ont... Alors évidemment c'est mieux avec le bouquin, il n'y a pas tout, mais il y a les talents pulp qui sont présents et que moi personnellement j'ai toujours trouvé, j'ai fait jouer les masses d'Nyarlathotep avec cet aspect des règles pulp, donc les talents, et je trouve que ça marche vraiment très bien et je trouve qu'ils sont plutôt cool de les avoir glissés là-dedans pour que justement vous n'ayez pas à vous coltiner un autre bouquin. Les occupations différentes, donc acrobate, aventurière, aliéniste, antiquaire, artisan, aristo évidemment, auteur, blacksmith et compagnie, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, voilà. Mais on reste sur des trucs qui sont très très standardisés, hein, faut pas non plus... c'est pas trop compliqué. Il y a des spécialités éventuellement si vous êtes flic ou si vous êtes criminel, avec tout le jargon qui va bien, dont je vais vous passer. Hein. Les militaires, nos amis les militaires, explorateurs, ouais, il y a plein de choses dont je vais passer rapidement. Si vous voulez jouer un ramoneur, vous pouvez aussi le faire. Ou un poseur de voie de chemin de fer. Il y a plein de choses, encore une fois, c'est quand même un bouquin qui est assez rempli. Les compétences qui diffèrent un petit peu évidemment de ce que vous avez, avec potentiellement, voilà, selon la classe, vous pouvez jouer quasiment vos personnages selon la classe. Il y a plein de choses, description des compétences, hein, qui est toujours un peu classique. C'est évidemment que vous n'allez pas avoir voiture, vous n'allez pas avoir explosif, mais vous aurez des choses équivalentes avec pour conduire un attelage, des réparations électriques qui sont très différentes et beaucoup de compétences en fait qui sont évidemment à un niveau beaucoup plus bas qu'auparavant. Mais vice-versa, il y a des choses aussi qui sont plus accessibles, comme forcément le fait de savoir faire de l'équitation. La montgolfière, si ça vous fait marrer. Les nouvelles compétences, notamment tout ce qui est lié à la psychologie, la parapsychologie, donc en fait, à l'époque, les aliénistes, le mesmérisme, donc le fait de faire de l'hypnose. La religion qui redevient en fait une compétence, puisque à l'époque, c'est quand même assez important, et pas aussi accessible que ça peut l'être plus tard. Et voilà, des éléments plus forts au niveau notamment de la natation. Des trucs assez chouettes, non, c'est vraiment pour créer un personnage, on y est, donc il y a toutes les règles aussi. Vous avez une personne qui vous est proche, vos connaissances, que vous pensez, et éventuellement un objet qui vous est important, avec des traits qui vont bien. Il y a la question de la réputation aussi qui est en jeu, à savoir que vu qu'on est à l'époque victorienne, votre réputation vous précède et elle est extrêmement forte. Et on arrive sur les talents gaslight, enfin pulp de gaslight, donc victorien, qui sont pas si différents en fait de ce qu'on a évidemment au XXe siècle, 30 ou 40 ans plus tard. Les organisations, donc ça c'est plutôt cool, c'est comment essayer de gérer des organisations pour que vous travaillez ensemble et que toutes ces personnes puissent se rencontrer. Donc on va avoir en fait, par exemple, le club, la société pour l'avancement des classes populaires, des clubs un petit peu lancés. Les loristes aussi, ça c'est très important. C'est en gros la fin du Xe siècle voit l'avancement en fait du folklore, donc en fait de l'étude des mythes et des contes populaires. Donc il y a des gens qui vont littéralement aller aux quatre coins de l'Angleterre, on avait ça aussi en France, pour colporter et trouver en fait tous les contes de fées, toutes les légendes qui peuvent être transmises de génération en génération par les différentes dans les villages et essayer en fait d'en faire quelque chose. Une organisation pulp si vous voulez, mais c'est un petit peu mais il n'y en a qu'une seule. Voilà, donc on arrive sur le chapitre qui, moi, me tombe un peu des bras, mais ça peut intéresser beaucoup de gens, à savoir le pognon, l'équipement et tout ce qui va bien avec, bien sûr, les armes à feu. Donc on va avoir toutes les nouveautés qui sortent, comme les voitures qui viennent d'émerger. Si vous jouez vraiment à la toute fin du chapitre, pas mal de petites choses aussi assez chouettes. J'aime beaucoup ces illustrateurs. Avec notamment comment les femmes potentiellement s'habillent à cette époque-là. On a les listes longues comme le bras d'équipement avec les valeurs. Donc n'oubliez pas vos pénis, vos shillings qui vont avec, parce que la conversion sera sûrement à faire. Les armes qui vont bien. Alors on a du pistolet, du fusil. Il n'y a évidemment quasiment aucune arme. Les armes semi-automatiques sont à proscrire. Il y a une ou deux machine guns, mais je ne pense pas que vous allez la sortir comme ça. Enfin, j'espère pas, sinon le pauvre gars en face, je pense qu'il va un peu pleurer. Voilà, plein de choses. Pas assez d'autres, je passe vite fait parce que c'est
C'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Chapitre assez original, hein, l'exploration. Donc sur le fait que évidemment l'empire, l'empire britannique s'étend, le soleil ne se couche pas sur l'empire britannique, hein, et donc c'est comment, qui est à même en fait de mener des expéditions, quelles sont les organisations qui le font, donc c'est militaire, dans le commerce ou simplement par un intérêt géographique, puisqu'encore une fois, tout n'a pas été encore complètement répertorié à cette époque. Vous pouvez vous faire votre propre tour du monde en 80 jours si vous le souhaitez. Il y a assez peu de règles, en fait, il y a essentiellement beaucoup d'exemples qui sont donnés sur les Alpes, sur l'Asie, sur l'Afrique noire, bien évidemment, puisque l'Égypte a un rôle assez important. Vous avez une chronologie qui vous est donnée pour essayer un peu d'expliquer à quel point le monde a été exploré durant l'époque victorienne et qu'est-ce que ça implique. Si vous voulez dévoiler des momies, Dieu sait que c'est très important à Cthulhu surtout. On arrive à un autre chapitre assez court et on arrive en fait vraiment sur le cœur, donc le cœur du bousin, à savoir en fait les avancées scientifiques d'un côté et de l'autre côté la pseudoscience et l'occulte. Encore une fois, le sujet de l'appel de Cthulhu n'est pas du tout touché, hein, c'est vraiment un livre qui est consacré à la création et la création d'investigateurs à cette époque-là et comment les rendre intéressants pour vous en tant que joueur. Mais à aucun moment on va parler de Cthulhu, enfin à part dans l'introduction. Et l'idée, c'est que à cette époque où justement la science avance à pas de géant, où le monde devient de plus en plus mystique, il y a une sorte de contre-coup qui est créé avec un retour vers le spiritisme, vers l'hypnose et la parapsychologie. Et ce chapitre, en fait, est là pour vous aider par rapport à tout ça. Donc déjà, on commence par rapport à la science, donc on reste dans les terrains connus, avec la chronologie qui va bien, avec les avancées aussi bien donc médicales, donc les avancées de la médecine, les problèmes de salubrité publique, on commence à dire que peut-être que boire de l'alcool tout le temps, c'est pas une bonne idée. L'arrivée de l'opium, évidemment, et peu à peu, en fait, l'aliénisme, donc notamment avec Bedlam, qui est le grand hôpital central, donc le Bethlehem Royal Hospital, qui est basé à Londres, qui est l'un des plus anciens, si ce n'est, je crois, le plus ancien, je crois que c'était fondé au XIIIe siècle. Il y a plein de choses, justement, qui sont données sur les différentes sciences un peu cheloues, le magnétisme animal, le mesmérisme, les électrochocs, voilà, on est vraiment au début. La phrénologie, je crois que c'est les humeurs, évidemment l'eugénisme. Et après, on arrive sur la recherche dont je parlais, le folklore, qui bat son plein, en fait. C'est le moment où on va essayer de récolter toutes ces informations sur les contes et légendes qui peuvent être trouvés, et l'occulte, évidemment, avec une sorte de renouveau, en tout cas par certains, du Wicca, qui n'est pas encore appelé le Wicca, mais avec quelques excentriques. Et surtout, en fait, c'est l'émergence des sociétés secrètes. Donc on va avoir les francs-maçons, évidemment, qui vont avoir un regain d'intérêt. Le rosicruanisme, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, en fait, basé sur les travaux de quelqu'un qui s'appelle Rosenkreuz. Et qu'est-ce que ces personnes-là cherchent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien évidemment l'aube dorée qui a cette espèce de force mystique absolument incommensurable, donc l'ordre hermétique de l'aube dorée, dont feront partie des gens extrêmement connus, comme, je vais y arriver, comme Keats, comme l'espèce de mec complètement taré, Cromley, pardon, Alistair Cromley, qui était une espèce de mec complètement fou, qui est la figure majeure de l'occultisme. Donc on retrace évidemment un petit peu ce qu'il cherchait à faire, des idées, éventuellement la projection astrale si vous voulez pousser jusque-là. Mais c'est vraiment un chapitre qui est très intéressant, justement, qui retrace une époque où les gens croyaient en fait vraiment qu'il y avait encore quelque chose et que justement l'arrivée forte de la science à pas de géant crée une sorte de contre-coup et de terreur en fait simplement. Donc chapitre assez intéressant, encore une fois, si vous connaissez beaucoup de choses dessus, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, mais pour moi, par exemple, qui n'était pas un expert sur ces sujets-là, je trouve que c'est une belle introduction, justement, à tout ça, et c'est un élément qui est clé, surtout si vous faites jouer Cthulhu, justement, puisque ce qui est intéressant, je trouve, dans Cthulhu, c'est l'aspect humain au centre. Évidemment, il y a des forces cyclopéennes, on va tous mourir, et de toute façon, l'humanité compte pas, mais ce qui est intéressant, c'est d'espèce de remettre l'humain au centre de cette horreur-là, et voir que peut-être, il y a des gens qui vont peu à peu glisser sur du spiritisme vers des forces en puissance par-delà le mur du temps de l'espace qui seront, elles, terrifiantes et bien poulpiques comme on les aime. Donc voilà, j'aime beaucoup ce gars-là. Et on arrive sur le spiritisme avec les personnes assez importantes de cette époque dans le méthode spiritique, les chasseurs de fantômes éventuellement. Si la chasse aux fantômes qui est au cœur de Cthulhu en général vous intéresse.
Et on arrive sur une description vraiment, un guide du Londres victorien, avec une vue d'ouverture, description du métro évidemment, des cartes qui vont bien, qui font toujours plaisir, et une description zone par zone en fait de la ville de Londres, ce qui peut être assez intéressant. Bon, évidemment, vous me direz, si vous avez un guide touristique, ça aide aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment le découpage à l'époque, qu'est-ce qui était, que savoir que les quartiers chauds, évidemment, ce qui ne sont plus du tout aujourd'hui, puisque la ville est complètement gentrifiée, quelles sont les évolutions qui ont eu lieu en termes de, enfin, comment c'était en termes de salubrité publique, où était la police, quels étaient, où se baladaient en fait les gens riches. Il y a plein de choses en fait à découvrir. C'est un travail assez avec les rookeries, donc qui étaient les dépotoirs en fait, là où les gens, les taudis, où vivaient les gens qui avaient vraiment plus aucun sou. L'East End qui avait cette réputation désastreuse, là où occultait Jack le Ripper, étaient les lascars indiens et compagnie, les prostituées. Les docks, d'où arrivait en fait tout le reste du monde, et bien évidemment le brouillard londonien terrible qui a donné le smog, qui a donné toute sa réputation onirique à la ville. Évidemment, on ne pourrait pas occulter les musées, notamment le fameux British Museum, puisqu'on est à Cthulhu, donc vous allez passer du temps dans tous les musées pour explorer et lire des collections d'ouvrages complètement interdits. Et des petits éléments enfin, voilà, assez classiques, Buckingham Palace, Albert Hall, l'Amirauté, donc tous les endroits qui sont vraiment clés pour décrire Londres et de montrer en fait que Londres n'est pas une ville ordinaire et qu'elle a comme on parlait de la Tour Eiffel ou du Panthéon à Paris. Donc plein de choses, hein. Encore une fois, c'est chouette pour découvrir la ville, hein, évidemment, donc je vais pas... Les cimetières, pour rigoler. Il y a plein de choses à boire et à manger, sachant qu'évidemment, de toute façon, Mike Mason et l'autre autrice dont j'ai plus le nom, qui avait fait Les Enfants de la Peur, sont britanniques, donc ils ont quand même... voilà, ils savent de quoi ils parlent, et je pense, encore une fois, je ne peux pas vous dire ce que c'est par rapport à l'ancienne édition, mais le boulot est extrêmement bien fait. On a un gros moment aussi sur les clubs. On vous donne pas mal d'exemples de clubs existants de l'époque, donc des choses réelles, et comment, un peu où est-ce qu'ils étaient, qui en faisait partie, et comment vous pouviez y rentrer, combien ça coûtait, ce qui va être assez important, puisqu'à cette époque, ces clubs justement pullulent. Et il y a évidemment le club de vos investigateurs qui va être formé, mais il y en a plein d'autres très différents. Et évidemment, on va au-delà de Londres, qui est peut-être la partie, moi, que j'aime beaucoup, parce que justement, il y a un certain temps qui est pris pour décrire les autres, disons, allez, on va être gentil, les autres provinces d'Angleterre, et aussi donc l'Écosse, et surtout l'Irlande, en fait, qui était à l'époque, qui faisait preuve d'une espèce de pogrom assez démentiel. Donc on a des très très belles cartes, très chouettes. Et sans oublier, bon, évidemment, l'Angleterre et le pays de Galles. Donc là, c'est vraiment uniquement, il y aura un chapitre, hein, vous inquiétez pas après sur le reste du monde, les restes du monde. Mais là, c'est plutôt chouette, on a un petit peu une... Parce que ça, on connaît moins, en fait, en général, Londres, c'est connu, mais le reste de l'Angleterre et l'Irlande, c'est un peu plus nébuleux. Avec même voilà, quelques éléments sur les musées régionaux et les collections qu'on pouvait avoir, puisque les collections, c'est souvent là où se cachent d'obscurs et de terribles ouvrages. Avec et comment se déplacer en fait simplement, comment est-ce qu'on se baladait, on allait en Écosse en partant de Londres à l'époque, et généralement les moyens de locomotion simplement, puisque ça va être au cœur de vos déplacements. Alors, illustration qui est un peu what the fuckesque, mais que j'aime bien, avec cette jeune fille qui est en vélo, qui essaie d'éviter un shoggoth ou je sais pas, une saloperie, et c'est marqué, je crois, avec le nom d'illustration, c'est pédale faster, donc pédaler plus vite. Vous avez bien raison, ma petite dame. Donc les lignes de chemin de fer qui existaient à l'époque, hein, évidemment, il y a plein de belles choses. Encore une fois, c'est pas l'Orient Express, donc ça va, il ne devrait pas y avoir trop de monstres sur ce train. Comment, donc évidemment, l'apparition du vélo, les taxis électriques, donc les voitures qui vont commencer à arriver. Et on arrive ensuite sur d'autres, on part hors en fait de l'Angleterre et de l'Irlande pour avoir une description un petit peu de l'Angleterre, des États-Unis, et un tout petit peu du Canada. Le chapitre est très très drôle à lire, parce que justement il y a tout le parallèle entre les Américains qui cherchent à créer leur propre culture, à cacher, en fait, à arrêter en fait, le système de classe extrêmement dur des Victoriens, avec les correspondances en fait, des noms qui existent. Et il y a des trucs, le truc sur la violence, c'est très très marrant, où ils disent les Britanniques ne sont pas à l'abri, en fait, n'ont pas de problème de se battre, mettre un coup de poing ou un coup de poignard, mais chez les Américains aiment particulièrement s'entretuer, enfin tuer leur fellow citizen. Enfin, c'est assez marrant, quoi. C'est tongue in cheek et tout. Alors, évidemment, la question
de l'ethnicité et des races est assez violente. En tout cas, ce qui décrit essentiellement, c'est plus la côte est, parce qu'il part du principe que dans Darker Trail, qui était le supplément plutôt cowboy, bah, c'est l'ouest que décrit, quoi. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc vous allez avoir des grandes descriptions de Boston, de Chicago, mais pas tellement. Faut pas vous attendre à Los Angeles ou autre. Hein, évidemment, c'est pas l'idée. Et évidemment, Arkham, la veille du Miskatonic est présente. On a le droit à Arkham, Innsmouth et Kingsport. Mais c'est une demi-page, quoi. Donc faut pas non plus en attendre trop. L'Empire britannique, donc gros morceau, qui va vous décrire brièvement, succinctement, comment était géré l'Empire simplement, les différents niveaux, puisque l'Inde n'avait pas le même statut que l'Australie, et tous les éléments, en fait, toutes les aspirations du Commonwealth, qu'est-ce qu'elles impliquaient, les différents degrés de citoyenneté, en fait, évidemment, puisque les Britanniques avaient beaucoup plus de privilèges que les autres. Jusqu'où ça étend, qui était la gouvernance, comment ça se passe. Mais c'est assez rapide, hein, c'est pas non plus... le but, c'est pas de vous assommer d'éléments, mais c'est au moins de vous donner un panorama de ce que vous pouviez avoir avec jusqu'où s'étendait, en fait, simplement l'Empire britannique. Spoiler alert, il s'étendait sur le monde entier. Mais ça, vous le saviez déjà. Donc on a aussi les Caraïbes. Il y a plein de choses. Avec la question épineuse, évidemment, de l'esclavage. Et les différents comptoirs qui peuvent exister aussi, notamment le Hong Kong, j'en passe et des meilleurs. Un gros zoom sur l'Égypte et le sud de l'Afrique avec les débâcles contre les Zoulous. Donc voilà, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses. Et évidemment, le fameux scramble, donc le découpage de l'Afrique qui bat son plein à ce moment-là, où les grandes forces en puissance européennes cherchent chacune à se tailler leur propre empire au sein de l'Afrique. Et on a un bref, succinct description du reste du monde, en fait, qui n'est pas sous l'égide britannique, avec nous, évidemment, la France, l'Allemagne, la Russie, et voilà, une espèce de prévision des États-Unis. On a aussi un tout petit sous-chapitre sur l'armée, si ça vous intéresse, avec les différents rangs, les uniformes, des différentes illustrations en fait, pour montrer à quoi ressemblaient justement les différents officiers, rangs, majors, selon ce qui va, et une chronologie générale vraiment très simple, et qui va mêler en fait tout ce que vous pouvez voir. Donc il y a du culturel, il y a du politique, il y a tout ce qu'il faut. C'est une chronologie qui fait quand même une dizaine de pages, donc c'est pas petit, hein, faut pas non plus faut pas pleurer. Alors ça, j'aime pas trop cette illustration. Je trouve que l'illustration du monsieur, je sais pas s'il a peur ou s'il est en train de démouler un cake, c'est un peu dommage. Et ça, donc on arrive vraiment sur la fin du bouquin, les appendices. Comme je disais en introduction, je trouvais très très cool. Il y a les règles de base en fait du basique qui sont introduites dans le bouquin. Comme ça, vous n'allez pas les chercher. Et vous pouvez juste en fait avoir tout ce qu'il vous faut pour, au cas où, si vous êtes en plein jeu, comment ça se passe, les pénalités, les jets de chance, les effets éventuellement des classes sociales, avec des facteurs positifs et négatifs selon votre classe sociale et celle avec qui vous interagissez. Les règles de folie très très succinctes, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous pétez un plomb. C'est quasiment, quand on est maître du jeu, on les connaît par cœur, mais pour les joueurs, c'est pas forcément le cas. Avec, ça c'est toujours appréciable aussi, comment se passe un combat avec avec un descriptif, simplement un graphique, pour vous expliquer en fait comment ça se passe au fur et à mesure. Très chouette, et les différents... Donc non, ça c'est bien, c'est vraiment c'est une bonne idée, c'est plutôt bien amené. Chouette illustration. Et simplement les ressources, donc chez White Wolf, ils le mettent au début, là ils le mettent plutôt à la fin, donc c'est plutôt des pistes, des livres, notamment, que vous pouvez lire sur les différents éléments. Évidemment, la majorité sont en anglais. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vous procurer en français, mais il y a quand même pas mal de références à des documentaires de la BBC et des choses ou des podcasts, des choses qui ne sont pas forcément accessibles de but en blanc. Donc je serais curieux de voir un petit peu quand ils vont le traduire en français, comment ils vont faire. Et il y a plein de petites choses rigolotes. Enfin, il y a des trucs sur le combat. Est-ce que vous battriez, comment faire de l'escrime avec un corset. Enfin, c'est marrant. Il y a des trucs assez chouettes et très très sympas. Et voilà, on finit par une petite feuille, sachant qu'il y a des bonus en PDF aussi qui sont accessibles, il y a des prétirés, il y a une carte de Londres, il y a une carte de l'Angleterre, donc ça c'est, niveau PDF, on est plutôt bien rempli, c'est plutôt chouette. Et je pense qu'on a fait le tour avec l'index. Une petite teasing sur le Keeper's Guide, qui évidemment, une fois que vous avez lu le Player's Guide, vous n'avez qu'une envie, enfin l'Investigator Guide, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir le Keeper, qui sortira, j'espère, bientôt, avec un gros teasing de malade en vous disant que vous allez avoir des conseils, des méchantes organisations, le mythe à l'heure des moustaches et des bowler hats, et 2 scénarios aussi d'introduction, donc c'est plutôt cool, j'ai très très hâte de voir ça, ça peut être sympa. Bon, petite pub pour Arkham Val qui est sorti aussi.
Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous montrer pour, pour ce guide de l'investigateur donc, de l'appel de Cthulhu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Très sincèrement, c'est vrai que le fait de faire un diptyque, c'est plutôt intéressant. Et évidemment, si vous êtes uniquement maître du jeu et que vous supposez que vos joueurs n'ont pas besoin de ce bouquin-là, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Si vous êtes un expert sur l'époque victorienne, ce livre n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce livre s'adresse à la fois aux investigateurs et essentiellement voilà, aux maîtres du jeu qui veulent découvrir un peu l'époque, ou en apprendre plus, hein, parce qu'il y a quand même des choses, même moi, de mes nombreux souvenirs concertés de mes glorieuses années en licence d'anglais, il y a plein de choses dont je me rappelais plus, que je savais pas, et c'est toujours quand même assez intéressant. Mais encore une fois, voilà, le ton était annoncé, puisque ce livre est vraiment ouvert aux investigateurs, aux gens qui veulent un peu parfaire leur culture, comme c'était le cas du livre d'investigateur de la V7 pour les années 20. Donc en tout cas, c'est plutôt une bonne surprise. On reste un peu dans la lignée de suppléments conséquents, assez importants de l'appel de Cthulhu. Et évidemment, encore une fois, ça serait pas, pour moi, il ne sera pas aussi indispensable que le Keeper's Guide que j'attends beaucoup, qui lui vous permet vraiment de construire vos scénarios, de vous donner des scénarios et surtout de vous dire quid du poulpe à cette époque, parce que là, c'est assez généraliste en fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment est-ce que le culte de Cthulhu, les mythes de Cthulhu et compagnie étaient représentés et s'adaptaient, puisque c'est quand vous jouez Delta Green, ce qui vous intéresse, c'est de savoir en fait comment on peut avoir Cthulhu à l'époque de YouTube et de TikTok, quoi. Et là, c'est un peu l'idée aussi, c'est comment on peut avoir ces espèces de cultes innommables et comment ils se fondaient dans la masse à une époque justement où il y avait encore moins de communication dans les années 20 et ils se pouvaient encore se cacher aux yeux et à la barbe des yeux de l'humanité. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas hein, si ça vous intéresse. C'est disponible sur le store en fait de Chaosium. Ça sortira un jour en français, je ne sais pas encore quand, mais encore une fois, je vous souhaite une excellente soirée. Puis n'hésitez pas, si ça vous plaît, vous laissez un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Allez, salut!